Il a tué, sa vie va basculer. Avec Sophie, il a une chance d'échapper à la loi et au maître chanteur. Sinon, descente aux enfers après la météo et soir 3. Sensotech, 9 réglages pour le confort unique d'un rasage sur mesure. Nouveau Sensotech de Philichev, confort personnalisable. La fondue président, chaud devant. Des amis arrivent à l'improviste? Pas de problème. En 5 minutes, je fais une délicieuse fondue président. De l'emmental, du bon comté et un gage pour celui qui perd son morceau de pain. Bienvenue dans l'escalier. La fondue président, tout le plaisir d'une fondue chez soi en 5 minutes seulement. S'envoie, vise et envoie. Nokia 7650, le nouveau téléphone avec appareil photo numérique intégré. Nokia, Connecting People. Ça fait 3 semaines maintenant que je me brosse les dents devant vous et que je fais ce test Méridol pour vous convaincre. Me convaincre. On regarde ensemble? Ah bah si, quoi non? Voyez mes gencives. Là, là et là, il y a 3 semaines, j'hésitais à brosser tellement ça me faisait mal. Aujourd'hui, franchement, eh bien, croyez-moi, pour que je vous laisse pénétrer mon intimité buccale, il faut vraiment que ce soit bien. Je l'ai toujours dit, on obtient toujours plus par la douceur. Alors pour moi, Méridol maintenant, c'est tous les jours. Méridol, le baume de vos gencives. Vendu en pharmacie. Oh, une pochette cadeau. Mais regardez, c'est plein de jeux. Pochette cadeau, 20 €. Mieux vaut en prévoir pour tout le monde. Bien. Une galipette dans l'herbe. Un champ de coquelicots. Bon. Deux bisous dans le cou. L'amour. Tout va bien. Prenons la vie avec Fleurette. Vivre ensemble, ce n'est pas tous les jours facile. Et pourtant, c'est vital. On est vraiment plus fort ensemble. L'Europe, c'est bon de construire ensemble. Enrhumé? Advil rhume dégage le nez. Médicament à l'ibuprofène réservé à l'adulte. Acqua di Gio. Giorgio Armani. Mel Gibson. Je suis le sergent Murtaugh et voici le sergent Ray. Mauvais flic et bon flic. Danny Glover. Alors, comment je vais vous appeler? Sergent Murtaugh et sergent... Ok. Mauvais flic et mauvais flic. Joe Pesci. Ok. Pesci. J'appelle le 999, flic en détresse. L'arme fatale 2, jeudi sur France 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour la météo de Noël, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, petit changement de temps à partir de demain. Nous aurons une petite perturbation, enfin très atténuée, qui va passer. Elle est atténuée parce que nous avons 2 anticyclones, un sur les îles britanniques et un autre sur l'Espagne. Et tout cela va diriger un flux d'est qui va rafraîchir l'atmosphère la semaine prochaine. Alors, en attendant, eh bien, pour demain, nous aurons le passage de cette perturbation sur le centre du pays. Elle va donner le matin des pluies faibles dans la partie ouest, des pluies un petit peu plus marquées ici sur l'est et de la neige à partir de
1400 mètres sur le relief. Sur le nord, c'est de la grisaille avec ce vent donc de nord-est qui commence à se mettre en place. Sur la moitié sud, dégradé, on ira vers le soleil sur l'extrême sud et sur la Corse avec du vent à 60 km à l'heure. Pour l'après-midi, la perturbation perd complètement de son activité. On retrouve simplement des nuages, de la grisaille, quelques gouttes par-ci par-là, quelques flocons en montagne, notamment sur le Jura à partir de 800 mètres ou sur les Alpes du Nord à partir de 1200 mètres. Sur l'extrême nord, sur le nord, peu de changements, toujours de la grisaille et un vent frais qui se renforce. Et puis sur le sud, ces nuages descendent peu à peu. On aura un voile nuageux qui va s'épaissir au fil des heures. Pour les températures demain matin, elles seront assez homogènes, comprises entre 2 et 8 degrés du nord au sud. Pour les températures de l'après-midi, ça baisse un petit peu sur le nord. Nous serons demain dans les normales saisonnières avec des températures comprises entre 4 et 17 degrés. On remarque la douceur qui se maintient parce qu'il y a un petit flux de sud-est contrairement à celui de nord-est qui s'établit sur le nord. Donc flux de sud-est sur le sud, température plus douce. Pour ceux qui voyagent, qui se déplacent en Europe demain, alors si vous voulez du soleil, eh bien ça sera Moscou, mais avec moins 14 degrés. Sinon ce sera de la neige ici sur l'Europe centrale. Beaucoup de grisailles sur l'Europe de l'Ouest, y compris d'ailleurs sur la péninsule ibérique, puisque nous avons cette perturbation qui remonte. Des orages prévus à Lisbonne, 17 degrés. Demain nous fêterons les Gaëls. Vous retrouvez tout de suite Laurence Bobillet pour Soir 3. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. La saveur. La finesse. L'envie. La Berry, dédiée au plaisir. Moi aussi, quand je serai connu, je me déguiserai pour pas être reconnu. Parce que tout le monde vous demande tout le temps des autographes. Mais moi, ce que je voudrais, c'est pas ça. C'est juste faire une descente avec vous, ok? Allez, t'as gagné. Les menuires, c'est top! Hypercube. Hey, c'est pas le tout, mais qu'est-ce qu'on mange après l'apéro? Apéricube, 24 saveurs inoubliables. Ultra Silencer d'Electrolux. Il sait se faire oublier. Madame, l'entreprise de votre mari est-elle en bonne santé? Vérifiez par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Le foie gras de canard entier Montfort est reconnu saveur de l'année. Montfort, c'est mon faible. Parfum Jean-Paul Gaultier pour les hommes et la femme. Comment
Comment faisait-on avant la Forti d'Afflelou? On faisait pas, quoi. J'ai passé mes années à chercher des lunettes. Je portais des lunettes avec une chaînette. Moi, je vais avoir 40 ans, c'est mes premières lunettes, les Forti. C'est clair que maintenant... Ah ben pour moi, ça a tout changé. Et la pliante. Et voilà. Moi, les Forti, c'est parce que j'aime pas les lunettes. La Forti, vous savez, je pensais jamais que ça aurait un tel succès. Alors j'ai créé une nouvelle forme, de nouvelles couleurs, une lunette pliante et même une lunette pour lire au soleil. Un coffret, 4 lunettes, 4 couleurs, la Forti d'Afflelou. C'est quoi ça? Une pièce rare cache toujours son histoire. Son Antoine, il les a prêtés à maman. T'inquiète pas, je te jure qu'il leur arrivera rien. L'éléphant d'Antoine, t'as fait ça à ta fille. Oh, elle le sait. Mais non, c'est pas la peine de l'affoler. Signature de mon père. On aurait besoin pour samedi. Je vais fermer. Parkinson, ils m'ont dit. C'est foutu. Passer le flambeau. Qui? Votre fils? Il sait souffler. Il n'y a qu'un maître verrier ici, moi. Alors vous préférez fermer, c'est ça? Anéantir votre patrimoine, votre passé, votre avenir. Je vois le maître ici. J'ai tous les droits. Pour que la tradition ne s'arrête pas, Louis la Brocante fait voler quelques principes en éclats. Demain, à 20h55, sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres de ce journal. Le chauffard qui a mortellement blessé un policier hier conduisait sans permis. Le légionnaire qui était sous l'emprise de l'alcool devrait être mis en examen demain. Vers la naissance du deuxième groupe européen bancaire, le Crédit Agricole rachète le Lyonnais au prix fort. Les syndicats redoutent la suppression de 4600 emplois. Cri d'alarme de l'ONU pour sauver 38 millions d'Africains de la famine. Dans ce journal, nous tenterons de comprendre pourquoi la crise alimentaire n'a pas cessé de s'aggraver. Notre invité, Jean-Christophe Ruffin, qui est médecin, écrivain, mais aussi administrateur de l'ONG Action contre la faim. La violence routière est encore au cœur de l'actualité. La vitesse et l'alcool sont le plus souvent à l'origine des accidents mortels. Mercredi, le gouvernement va annoncer de nouvelles mesures. Et aujourd'hui, en Vendée, un chauffard a été condamné à 6 ans de prison ferme. Ivre, il avait provoqué la mort de 2 collégiennes alors que son permis lui avait été retiré. Rosane Carlan. Marina et Sandy avaient 15 ans. Le 11 novembre dernier, elles sont tuées par un conducteur ivre qui renverse leur cyclomoteur. Aujourd'hui, les familles assistaient au procès du chauffard. Un ouvrier agricole qui se rendait à son travail avec 2,5 grammes d'alcool dans le sang et qui conduisait sous le coup d'une annulation de permis. Pour moi, c'est un criminel, c'est un grand tueur. Il a tué deux vies humaines et en plus, il laisse quand même 2 familles anéanties. Le prévenu avait déjà été condamné par 2 fois pour conduite en état d'ivresse. De l'accident des 2 adolescentes, il ne se souvient de rien. Le jugement sera exemplaire, 6 ans de prison ferme, la peine maximale. On peut se poser la question de savoir, puisque les parties civiles ainsi que moi-même, nous l'avions demandé, à ce qu'elle soit assortie de plusieurs années de sursis de mise à l'épreuve ou en tout cas d'aménagement. Je pense que pendant les 6 années de détention, M. Préjean a totalement sevré et qu'il peut-être mettra à profit ce temps-là pour mesurer le mal qu'il a causé aux familles. De tels jugements sont rares, mais ils préfigurent la volonté du gouvernement de voir sanctionner plus durement la délinquance routière. Et l'enquête sur l'accident dans lequel un policier a trouvé la mort hier dans l'Est parisien. Le légionnaire, qui avait plus d'1,6 gramme d'alcool dans le sang, n'avait pas de permis, pas d'assurance. Par ailleurs, des poursuites vont être engagées contre le conducteur qui avait immobilisé sa voiture sur l'autoroute. Pascal Justice. Le chauffard qui a fauché et tué le policier, c'est celui qui se dissimule sous son manteau. Il a été déféré ce soir au parquet de Créteil, où il passera la nuit au dépôt, avec l'autre automobiliste impliqué dans l'accident. Tous 2 seront présentés demain au juge d'instruction et mis en examen pour homicide involontaire. Tout s'est passé vers 6 heures dans la nuit de samedi à dimanche à l'est de Paris. Ronan Picard, le policier, effectue une mission d'escorte quand il intervient sur un accident qui vient de se produire sur l'A86. Un automobiliste de 22 ans qui sortait d'une boîte de nuit a percuté le rail de sécurité. Le brigadier installe un barrage de déviation quand arrive le légionnaire de 24 ans qui sort d'une soirée bien arrosée. Il est ivre, 1,62 g, n'a ni permis de conduire civil ni assurance. Il percute et tue Ronan Picard, 30 ans. Le chauffard d'origine malgache venait d'être incorporé au 1er régiment étranger de cavalerie d'Orange.
Ma première réaction depuis hier matin, c'est une réaction de consternation, de tristesse, de douleur. Je tiens à dire que cette affaire nous prend énormément à cœur, en particulier par égard pour la famille, les proches et nos camarades de la police. L'autre automobiliste a été contrôlé positif au cannabis. Le défaut de maîtrise de son véhicule, bien que précédant la mort du policier, lui vaut d'être poursuivi lui aussi pour homicide involontaire. Je constate que c'est quelqu'un qui conduit un véhicule automobile avec une présence importante ou au moins avérée de stupéfiants, avec de l'alcool qui n'est pas de l'alcool délictuel mais de l'alcool contraventionnel, et également quelqu'un qui perd la maîtrise de son véhicule. Ce nouveau drame arrive 15 jours après la mort de 5 pompiers fauchés dans des circonstances similaires. Nouvelle collision entre un navire et l'épave du Tricolore au large de Dunkerque, la deuxième en 48 heures. La sécurité va donc être renforcée autour du bateau norvégien qui gît par 25 mètres de fond. Le détroit du Pas-de-Calais est une voie extrêmement fréquentée. Huguette. L'épave du Tricolore est une épine dans le pied pour la sécurité maritime dans le détroit du Pas-de-Calais. Gisant par 25 mètres de fond, le cargo éventré dans la nuit de vendredi à samedi constitue une menace supplémentaire pour les 700 navires qui croisent chaque jour dans ce goulot maritime réputé dangereux. Et ce que redoutaient les autorités s'est produit. La nuit dernière, le Nicolas, un cargo de faible tonnage, a percuté le Tricolore alors qu'il remontait le détroit. Heureusement, le navire était à vide. Le Nicolas était à vide, il était donc léger et ne heurtait que le haut du Tricolore. Si le navire avait été chargé, il aurait touché l'épave en plein milieu et aurait certainement subi des dommages autrement plus graves. Dans la matinée, la marée montante a facilité le désenchouage du Nicolas. Un patrouilleur l'a emmené mouiller hors des voies de circulation maritime. Aucune brèche n'a été détectée. Le commandant du Nicolas a-t-il fait preuve de négligence? Les autorités maritimes, conscientes du danger, avaient pourtant pris des mesures. Des bulletins aux navigateurs, donc une information maritime. Ensuite, il y a eu un balisage qui a été mis en place et également une police de la navigation par la présence de 3 au minimum navires sur zone. La sécurité va être renforcée. Belges et Anglais pourraient prêter leur concours le temps de dégager l'épave du Tricolore. L'opération, plutôt délicate, nécessitera plusieurs semaines. Le procès de la Josassine empoisonnée, la Cour de cassation a rejeté la demande de révision déposée par Jean-Marc Deperroy. Il avait été condamné à 20 ans de prison en 1997 pour la mort de la petite Émilie Tanet. Chamboulement dans le secteur bancaire, le Crédit Agricole rachète le Lyonnais. La banque verte a mis le prix pour écarter son rival, BNP Paribas. L'annonce de ce mariage a soulevé des inquiétudes chez les syndicats qui redoutent de nombreuses suppressions d'emplois. Elisabeth Bonnet, Loïc Wex. Cette poignée de main, c'est une union attendue depuis 3 ans. René Caron, président du Crédit Agricole, et Jean Perlevade, patron du Lyonnais, s'en félicitent. Enfin, nous y voilà, disent-ils. L'union a été laborieuse. Car lorsque l'État décide de vendre aux enchères ses parts dans le Lyonnais, c'est BNP Paribas qui rachète les actions. Le Crédit Agricole se fait coiffer au poteau. René Caron organise alors la riposte. Le Crédit Agricole lance une offre publique d'achat sur le Lyonnais afin d'en prendre le contrôle. Quelques éléments sur les caractéristiques de ce projet. Tout d'abord, il est concerté et il est amical. Ensuite, il s'agit d'un projet de développement qui concerne toutes les activités de nos 2 banques. Une fois réunis, le Crédit Agricole et le Lyonnais deviendraient le premier groupe français. Leur force, la complémentarité. L'un est implanté dans les zones rurales françaises, l'autre est traditionnellement présent en ville et en Europe. Les 2 marques vont d'ailleurs subsister. Les clients seront toujours des clients du Crédit Lyonnais. Ils bénéficieront simplement demain du fait que, grâce à l'effet de taille formidable que nous allons atteindre, ils auront probablement des gammes de produits plus complètes et normalement à des coûts plus faibles. Se rapprocher, c'est aussi faire des économies. Sur 130 000 postes, 4 500 vont être supprimés sur 3 ans, résorbés par les départs naturels en retraite. Mais les syndicats réunis ce matin devant la Banque de France s'inquiètent.
Pour l'instant, on nous annonce des suppressions d'emplois essentiellement sur l'international, mais il ne faut pas croire que de toute façon, on s'en arrêtera là, parce que évidemment, il faudra que les actionnaires récupèrent sur leur mise. Ce soir, l'optimisme des dirigeants était tempéré à la bourse. Si l'action du Lyonnais a fini en hausse, celle du Crédit Agricole a clôturé en baisse. La banque a payé cher le Lyonnais et certains analystes s'interrogent sur l'opportunité d'un tel bouleversement dans le paysage bancaire français. Quelques jours après la manifestation des pêcheurs européens, négociations très tendues à Bruxelles sur le dossier de la pêche justement. Pour protéger des espèces en voie de disparition comme le cabillaud ou le merlu, la Commission propose de nouvelles réductions des quotas de pêche et l'élargissement du maillage des filets. La France, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et la Grèce sont contre. Dans les ports français, certains pêcheurs sont conscients de la nécessité de protéger des espèces, même s'ils ne le sont pas tous. Sur la façade atlantique, des initiatives ont déjà été prises. Karina Zopardi. Élargir les mailles des filets de pêche, Bruxelles en rêve, certains l'ont déjà fait. Dans le port de Lorient, des pêcheurs de merlu et de langoustines, tous volontaires, ont décidé de tester leur propre dispositif. Pêcheurs prédateurs, c'est ce qu'on dit un petit peu, mais c'est pas vrai. Les pêcheurs, certains bateaux travaillent déjà avec des grandes mailles pour laisser échapper les petits poissons. Car des mailles plus larges, c'est moins de jeunes poissons capturés, et donc de meilleures prises à l'avenir. 30 à 40% de juvéniles de merlu en moins, c'est plusieurs centaines de petits poissons qui sont sauvés à chaque trait de chalut. Donc il faut quand même bien prendre ça en compte et surtout ne pas dénigrer cette avancée qui serait déjà énorme. Mais le son de cloche est bien différent dans cet autre port en Charente-Maritime. Ici, les pêcheurs estiment que les nouvelles mesures de Bruxelles vont signer leur arrêt de mort. On peut estimer qu'avec la diminution du quota de moins 30% plus la mesure prise d'un maillage supérieur, c'est-à-dire passer du 80 mm au 100 mm, on va arriver à une perte de chiffre d'affaires de moins 50%. C'est inacceptable pour les pêcheurs. Les décisions de la Commission européenne devraient être rendues publiques dans quelques jours. Objectif, diminuer les volumes de pêche en Europe. Une réforme qui pourrait bien embraser la plupart des ports français. Alerte à la faim en Afrique, une nouvelle campagne de l'ONU pour tenter de sauver 38 millions de personnes qui se trouvent aujourd'hui dans une situation désespérée. Sécheresse, sida, détournement de l'aide. La famine n'a fait que s'aggraver, particulièrement en Afrique australe. Laurence Ragon. 14 millions de personnes devraient être touchées par la famine l'année prochaine en Éthiopie. Ce pays, qui sort d'un long conflit avec son voisin l'Érythrée, connaît à nouveau une période de sécheresse. Toujours dans la corne de l'Afrique, 2 900 000 Soudanais pourraient eux aussi souffrir de la faim, selon les prévisions du Programme alimentaire mondial. La sécheresse, les guerres et les difficultés d'acheminement de l'aide alimentaire sont autant de facteurs aggravants pour des pays déjà au bord de l'abîme. Le nombre de gens qui ont besoin de l'aide alimentaire de base atteint un record jamais connu dans le passé. Des chiffres alarmants en Afrique australe. 6 700 000 personnes, la moitié de la population du Zimbabwe, est menacée et un tiers de celle du Malawi sera elle aussi confrontée à la faim. En Zambie, le Programme alimentaire mondial prévoit qu'il faudra nourrir 3 millions de personnes. L'Afrique australe est particulièrement touchée par le sida. Des générations meurent sans transmettre leur savoir, notamment la culture de la terre. Sous-développement économique au Mali, sécheresse en Mauritanie, dans l'ouest de l'Afrique, la famine menace également. Sur le continent africain, au total, ce sont 38 millions de personnes qui risquent de souffrir de la faim l'année prochaine si rien n'est mis en œuvre. Les Nations Unies mettent en cause aussi des gouvernements africains dans l'aggravation de la famine. Au Zimbabwe, qui était pourtant le pays le plus prospère sur le plan agricole, plus de 6,5 millions de personnes seraient menacées de mort. Et dans ce cas, c'est bien l'incurie du gouvernement qui vient s'ajouter au problème de la sécheresse. Robert Minangwa. On disait autrefois que le Zimbabwe était le grenier de l'Afrique australe. Producteur de maïs, mais aussi de blé et de cultures vivrières, le Zimbabwe alimentait les pays voisins. C'était avant la sécheresse et c'était avant la très controversée réforme agraire. Il y a 2 ans, Robert Mugabe, le chef de l'État, a décidé de redistribuer la terre des riches fermiers blancs aux paysans africains. Debbie Swale est né ici. La terre rapportait gros, 4000 fermiers blancs se partageaient le tiers des terres cultivables. Debbie a reçu l'avis d'expropriation. Elle doit tout quitter.
La maison, les terres et les souvenirs, mais elle y croit encore. On va pas baisser les bras parce que c'est injuste ce qui nous arrive. La ferme sera offerte à un dignitaire du régime, un des vétérans de la lutte pour l'indépendance. Les espoirs des ouvriers agricoles, eux, s'écroulent. Si nous n'avons plus d'emploi, nous allons mourir de faim, nos enfants aussi, et tout va devenir plus difficile. Avec cette redistribution des terres, l'économie a plongé. Aujourd'hui, le programme alimentaire mondial vole au secours de 6 millions d'affamés, soit la moitié de la population. Les enfants s'évanouissent, faute de nourriture. Mais Robert Mugabe persiste. Le président est convaincu de la justesse de sa réforme agraire, même si aujourd'hui le Zimbabwe est au bord du chaos. Alors sur ce plateau, Jean-Christophe Ruffin, qui est médecin, écrivain et administrateur d'une ONG, l'ACF, Action contre la faim. Une petite réaction sur le Zimbabwe d'abord. Peut-on aider ses habitants au risque de conforter le pouvoir dictatorial du président Mugabe ? Il y a deux choses différentes. Malheureusement, il y a des gens qui meurent, donc il faut les aider. Le problème est que la pression politique qui est mise sur ce gouvernement est très faible, beaucoup trop faible. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans maintenant que cette politique d'attaque systématique des fermiers blancs est commencée. C'est une politique raciste, c'est une politique violente, et il faut la dénoncer. Mais je veux dire, ça, c'est pas le travail des organisations humanitaires, pas seulement en tout cas, le travail des gouvernements, et en particulier de la communauté européenne. Il faut quand même donner de l'aide. Ben oui, parce que si vous voulez, vous avez beau connaître les causes, il y a quand même en bout de chaîne des gens qui souffrent. Alors plus largement, quand on parle de l'Afrique, on a l'impression que rien n'a changé, qu'on voit toujours les mêmes images de famine et que la situation ne fait qu'empirer. En fait, on parle aujourd'hui de 38 millions de personnes menacées de mort. Oui, alors, bon, sur le Zimbabwe, c'est un problème à part. Mais sur le reste du bilan qui est présenté par l'ONU, je crois qu'il y a beaucoup d'alarmisme, d'exagération et de confusion, si vous voulez. Quand on dit qu'il y a des gens qui risquent de mourir de faim, d'abord, j'insiste sur le terme risque. Ça ne veut pas dire qu'on soit en situation de famine sur autant de monde. Et puis d'autre part, je crois qu'il faut regarder une chose. La carte que vous avez montrée tout à l'heure est très parlante. La plupart des pays où il y a ces crises sont des pays qui sortent de guerres meurtrières, des guerres qui ont duré 30 ans, mais qui sont terminées. Entre Éthiopie et Érythrée, il n'y a plus de guerre. Au Mozambique, il n'y a plus de guerre. En Angola, il n'y a plus de guerre. Donc, ces pays, au fond, sont dans une situation de crise normale, puisqu'ils ont été labourés par la guerre pendant 30 ans, mais ça n'est pas